semaine d'usage intensif, place au grand test des iPhone 11 et 11 Pro. Sont-ils les meilleurs smartphones du marché comparés aux derniers nés sous Android, tels les Galaxy Note 10 Plus de Samsung et même le Huawei P30 Pro? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver dans notre tout nouveau studio, notre nouveau décor ici à l'agence Rumeur Publique. Je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM. Vous pouvez regarder On refait le Mac sur votre iPhone directement, sur votre iPad et même maintenant sur l'Apple TV. Vous nous retrouvez en vidéo sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcast. Et vous disposez même d'une version audio si vous aimez écouter On refait le Mac en faisant la vaisselle comme moi le dimanche, sur iTunes, Podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Voilà, j'ai rien oublié. Avec comme chroniqueur cette semaine, ici en plateau, à mes côtés, va-t-il enfin abandonner son Huawei au profit, il ne le quitte plus depuis des mois pour prendre des photos, au profit du nouvel iPhone. Stéphane Zibi de Ionis X. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Olivier, ça va? Je ne sais pas si... Je donnerai la réponse. Voilà, j'ai préparé une réponse. D'accord, donc en suspense, donc c'est lui qui s'est chargé de l'aspect photo, mais je pense que Didier et Laurent vont lui rétorquer des choses également. En plateau également, on vient d'en parler, il s'est levé lui aussi aux aurores vendredi pour retirer son iPhone 11 Pro. Laurent Pantanach d'Xbrand. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, bonjour On refait le Mac. À quelle heure tu t'es levé vendredi matin pour récupérer? J'étais à 8h à l'ouverture spéciale qui ouvre une heure plus tôt à l'Apple Opera. À l'Opéra. Et cette année, il y avait du monde par rapport à l'année dernière, franchement? Alors, il y avait un peu de monde, moins que les grandes queues qui faisaient 3 fois le tour du quartier. Il y avait un peu de monde, il y avait 2 queues, ce qui est assez intéressant. Il y avait la queue de ceux qui avaient précommandé et qui passaient en mode rapide. On te servait quand même le café. Alors Didier n'a pas du tout apprécié le café préparé par Starbucks, mais il y avait des grands bacs de café, c'était sympa, et même des viennoiseries pour la queue qui avait précommandé. Bon, tout ça va renier les marges d'Apple, c'est terrible, en duplex. Du côté de Lausanne, monsieur Didier Policani de Mac Forever qui est rentré en Suisse. Bonjour Didier. Ouais, salut Olivier, je suis rentré dans mes alpages avec mes petits iPhones. Donc, ça fait un peu moins d'une semaine là qu'on les teste. C'est vrai il est épuisé, regardez, il n'a pas arrêté de tourner plein de vidéos. Je me suis reposé depuis, mais c'est vrai qu'on a fait plein de vidéos et tout, c'est assez cool. Tu vois, quand on a des nouveautés un petit peu sur la partie photo vidéo, je trouve que c'est très sympa à tester. Ouais, et puis c'est vrai que de temps en temps, il y a tellement de calme autour des lancements produits d'Apple que là, on s'est fait plaisir. Un mot à propos de notre sponsor cette semaine, il s'agit d'Elacy, regardez, et de son dernier disque SSD. Si vous êt réalisateur, créateur de vidéos haute définition, dopez votre workflow avec le Rugged SSD. Ce disque SSD USB-C de poche, dessiné par Neil Poulton, embarque un Seagate PHY CUDA NVMe SSD, c'est dur à dire, pour l'édition et le travail au format 4 carreaux. Sa performance, attention, jusqu'à 950 mégaoctets par seconde en lecture-écriture. Comme tous les Rugged, il est très résistant, vous pouvez y aller, et même certifié IP67 pour une résistance accrue à l'eau. Bref, il est vraiment conçu pour une utilisation tout-terrain. Il résiste aux chutes de 3 mètres et l'écrasement de 2 tonnes, s'il vous plaît. Le tout est couplé à une offre de service de récupération des données Rescue valable 5 ans en cas de perte de données. Enfin, il est sécurisé grâce au chiffrement Seagate Secure. Merci à Elacy de nous soutenir. Et place tout de suite aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter d'On refait le Mac, @On refait le Mac. On essaie de vous provoquer un petit peu cette semaine avec une question qui était: quelle est la marque de la tech la plus innovante aujourd'hui au registre des smartphones? Et vous étiez près de 6292 votants cette semaine, record battu pour On refait le Mac. Vous étiez donc 37% à répondre Samsung, 34% à répondre Apple, 15% seulement à répondre Xiaomi et 14% seulement à répondre Huawei. Moi, j'aurais plutôt inversé, plutôt Huawei que Xiaomi, mais bon. Bref, messieurs, vos sentiments. Peut-être commencer avec Stéphane en plateau qui piaffe d'impatience. Je piaffe. Ouais, non, mais c'est bien. Ceux qui 34%, je pense les 34%, c'est... D'Apple, tu veux dire? D'Apple, oui, pardon. Ouais. C'est très, très généreux de la part de... Ouais, c'est assez fanboy. C'est très fanboy et c'est... je pense que les gens, ils n'ont pas trop réfléchi parce qu'ils n'ont jamais vraiment soit suivi les actualités des 3 autres, soit... Tu exagères. Non, j'exagère pas parce que vraiment, rien que hier encore, le proto qui a été présenté par Xiaomi, où on a le téléphone qui part dans tous les sens, etc. C'est certes qu'un proto, on va en parler tout à l'heure. Moi, je trouve des 4 là, qui présentent ces protos, qui montrent des choses un peu différentes, ce sont
c'est plus Apple, en tout cas, ça c'est certain. Ouais. Quand on regarde le dernier Mate qui est sorti On n'a pas aujourd'hui en plateau. le 19, donc la veille de la sortie de l'iPhone 11, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une formidable mise en scène de l'objectif qui était un hommage à Leica. Et tous les fans d'Apple, les fanboys, là, regarderaient ça et ils diraient tiens, j'aimerais bien l'avoir sur le mien, quoi. Donc alors, là, est-ce que vous êtes d'accord ? On va peut-être commencer avec Laurent en plateau, avec l'analyse brillante, comme d'habitude, de Stéphane. Non, je pense que Stéphane a raison. Je pense que c'est très difficile de faire dire des chiffres de sondage avec en plus le biais de est-ce que les gens qui regardent Reflet Mac sont plutôt des Mac addicts ou pas, ou des gens qui s'informent. Donc du coup, c'est toute la difficulté. Il y a deux manières de juger. Il y a la manière vraiment purement pragmatique de se dire, bon, aujourd'hui, qui tire de la marge au sens commercial, et c'est Apple. Donc, s'ils innovaient pas assez pour le public, finalement, le public irait ailleurs. Et donc, du coup, ça donnerait un petit peu raison à dire, finalement, ils maîtrisent leur innovation, leur R&D de la façon dont ils le font. Et du coup, c'est le public qui, au final, c'est le public qui tranche en achetant ou en n'achetant pas. Et après, il y a regarder ce qui sort de nouveau. Et si on prend du recul, Apple... tout le monde dit c'est une boîte super innovante, c'est hyper intéressant de comparer les montants de R&D ou le pourcentage de R&D par rapport au chiffre d'affaires. Et Apple a toujours été très très faible par rapport à d'autres qui étaient, on voyait les R&D. Alors attention, sur les 15 dernières années, ce chiffre a régulièrement augmenté. C'est-à-dire qu'au départ, c'était oui, presque... le chiffre d'affaires a considérablement augmenté. Donc, oui, mais sur le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, donc lui, la conjonction des deux a explosé. Donc ça veut dire que Apple, je ne sais pas s'il essaye de rattraper un retard, en tout cas, met des moyens. Après, Apple a rarement été... Apple a toujours été la boîte, on a toujours targué Apple d'être un peu suiveur. Ça arrivait ailleurs, et pourtant ça sortait. Le smartphone en lui-même, je pourrais jamais m'enlever de la tête cette scène mémorable de Ballmer qui piaffe de rire. Quoi ? Un téléphone sans clavier à 500 Quand il découvre l'iPhone. Quand il découvre l'iPhone, quoi ? Un téléphone pour les pros. Piaffer, non, mais cette image-là, elle est oui, mais lui, on s'en forte. foutait parce qu'il n'était pas vraiment un franc fabricant de smartphones. C'était pire, c'était Nokia. Nokia, tout à fait. Nokia qui a mis qu'en 2010, qui a créé qu'en 2010 une division smartphone, ce qui était déjà trop tard. Oui, sachant qu'ils avaient un concept de l'iPhone qu'ils ont retoqué, mais bon, même... Il y a pire que les deux, c'est BlackBerry. Ils n'ont jamais lancé. BlackBerry qui ils ont encore des clients. Donc. Oui, mais BlackBerry qui analysait les chiffres et qui disait non mais on a beau regarder les chiffres, même quand l'iPhone est sorti, non, le marché bouge pas, l'iPhone ne révolutionnera pas le marché. Oui, et même les ambitions d'Apple n'étaient pas aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui, puisqu'à l'époque, Steve Jobs avait annoncé lors de la keynote que son objectif était de prendre 1% seulement, entre guillemets, seulement, ce qui est déjà beaucoup, de part de marché. Évidemment, il a fait bien plus. Elle est intéressante, cette remarque de Note Julien sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que l'innovation pour vous ? Parce que voilà, elle a plusieurs significations. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Note Julien sur Twitter ? Contrairement à ce que d'aucuns pensent, l'innovation, c'est autre chose que de sortir des gadgets à la tonne. La qualité, ça compte, l'intégration et l'ergonomie aussi. Ça, c'est Apple. Didier, une réaction par rapport à ça ? Oui, je pense que la vraie question, c'est aussi la perception que les gens ont de l'innovation. Effectivement, Apple a une espèce d'innovation silencieuse avec plein de trucs qui te servent au quotidien, qui sont super utiles et qui n'ont pas forcément l'effet waouh comme un smartphone qui se plie. Par contre, là où je rejoins mes confrères, là, c'est vraiment sur l'aspect, prise de risque. C'est-à-dire que effectivement, on avait l'habitude à certains moments d'avoir des keynotes un petit peu avec un vrai effet waouh sur certaines technos. Et je pense que c'est lié à pas mal de choses. C'est lié au fait aussi que Apple a pas forcément la puissance industrielle de Samsung. Par exemple, Samsung se réserve son écran pliable, il se réserve pas mal de choses. Ouais. Donc ça joue aussi, les écrans OLED, etc. C'est arrivé chez Samsung d'abord, c'est pas un hasard non plus. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que oui, Apple essaye de faire avec aussi les moyens du bord. Il y a aussi de l'innovation logicielle, on la voit peut-être un petit peu moins, tu vois, mais je trouve que c'est très compliqué de juger de l'innovation aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi la capacité à offrir quelque chose qui est cohérent avec un univers, avec un écosystème ? Est-ce que l'innovation, c'est pas ça aussi. Donc c'est une question extrêmement complexe, mais c'est vrai que des fois, l'exemple est le plus typique, c'est pas forcément sur les téléphones, mais je trouve que c'est sur le Mac. Je trouve qu'Apple pourrait prendre des gros risques aujourd'hui, parce que la part de marché est quand même assez ridicule, et ils le font pas du tout. Tu vois, ils pourraient sortir plein de trucs super cool. Ils le font pas. Donc l'innovation, c'est aussi une part de risque, et Tim Cook, on sent qu'il veut pas prendre de risques. Oui, c'est un petit peu
une gestion à la calculette, dirons-nous. Mais passons. Apple n'a pas toujours été, en tout cas, le premier, même du temps Steve Jobs, à introduire une technologie, mais plutôt à la proposer lorsqu'elle a été supposée mature pour le public. L'iPhone, ce n'est pas le premier smartphone, encore une fois, mais voilà, c'est le produit le plus abouti pour le grand public à ce moment-là, et ça a vraiment fait la différence, puisque le smartphone était réservé aux professionnels. Du jour au lendemain, tout le monde voulait avoir Internet dans sa poche. Il y a une réaction intéressante de Julien37 sur Twitter, qui quand même... et je pense assez réaliste, ça montre qu'on a quand même un public qui est très honnête dans le traitement. Je suis pro Apple, mais il faut être réaliste. Samsung avec le Fold, c'est ouf, et le nouveau Xiaomi, point de suspension. Effectivement, si tu le disais Stéphane, Xiaomi a créé cette semaine l'événement avec le Mi Mix Alpha, un téléphone à écran infini, sans bord et non pliable. Vraiment, c'est un concept, un peu comme un concept car, mais vendu en série très limitée à 2560 €. Regardez, c'est magnifique. Ça fait, là, on a l'effet wow. Et c'est vrai que là, Apple ne peut pas rivaliser parce qu'elle est prisonnière de son culte du secret, Stéphane. Bien sûr. Non, mais faire des concepts, c'est un signe, c'est de la com. C'est de la com. C'est comme aujourd'hui des marques de voitures qui font de la Formule 1. C'est de la com. C'est pas avec ça qu'on va couler. C'est comme la haute couture. Les maisons ne gagnent pas leur vie avec ça. Bien sûr. On est sur quelque chose quand même, sur des analogies que je viens de faire qui peuvent éventuellement s'approprier Apple. Mais là, en l'occurrence, pour Xiaomi, le Mi Mix, le premier Mi Mix, c'était même qui avait été fait avec Philippe Stark, si je me souviens bien. C'est le premier téléphone qui était bord à bord. Bon, c'était une dalle, ça ressemblait presque à une petite brique, mais bon, en fait, c'était les premiers. Donc pour moi, j'ai voté pour Xiaomi personnellement. Ouais. Parce que j'ai voté pour Samsung. Mais bon, Samsung, non, si tout le monde, même les fanboys. Non, mais en termes d'innovation, Didier a voté pour qui? Le Fold, après, on va en parler tout à l'heure du Fold. On n'a pas en plateau, mais certains d'entre vous l'ont eu en main. Ça, c'est pas pour moi une innovation. C'est une innovation de proposer un téléphone avec un écran pliable. Après, où sont les usages? Ça, c'est plutôt la force d'Apple. Là où je pourrais revenir sur ce qui a été dit par le tweetos, Julien, notre Julien, là, c'est vrai qu'il y a une innovation silencieuse qui est peut-être pas dans les gadgets, dans l'extérieur, qui est liée par exemple à la puce qui est à l'intérieur. Bon, on a pu faire les tests, on a pu être même. On en parlera tout à l'heure. C'est un peu voilà. Ça, c'est vrai. Cédric, Comment? Fais pas tant Cédric. Non. Qui donne les résultats des conclusions de l'émission en début d'émission. Non, pas du tout. Mais ça, c'est de l'innovation, bien évidemment. Mais globalement, ce que les gens veulent parfois, c'est ne pas avoir l'impression, parce que quand même Apple reste le plus cher, quand même de tous, bien sûr, de loin. Et pas l'impression d'être finalement, on est un peu prisonnier d'une certaine manière. On est des fanboys, on achète le premier jour le téléphone. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de, comment dire, En fait, c'est pas une dette que Apple aurait envers nous, mais ils ont besoin quand même de nous tenir parce qu'à un moment on va se tasser. Brièvement, Laurent et Didier, je disais, Apple est un peu victime de son culte du secret. Il ne dévoile rarement du moins de l'ère moderne d'Apple, des protos, ni machines de petite série. Pourtant, ils le font un peu avec le Mac Pro. On pourrait imaginer que, voilà, pourquoi pas aussi sur les smartphones. Le culte du secret, est-ce qu'à la taille qu'a Apple aujourd'hui, c'est pas un peu compliqué? Surtout qu'on l'a vu, on sait tout des iPhones malgré le culte du secret avant qu'ils ne sortent, donc il ne sert à rien ce culte de secret, selon moi. Il faudrait mettre fin. Ouais, ça serait surprenant, ça créerait un précédent s'il venait à sortir, un proto. Après, c'est plutôt une entreprise, et encore une fois, je suis entièrement d'accord avec l'analogie de l'automobile, sans aller même jusqu'à la F1. Quand on va au salon de l'auto, on voit les concept cars, tout le monde photographie la voiture en disant je rêverais de rouler là-dedans. Surtout, elle ne peut pas sortir. Ouais. Là, il va sortir, mais il y aura pas. C'est pas une grande série. Ça reste à 2500 € le smartphone. Oui, mais au-delà même du prix, c'est des voitures qui roulent pas, quoi. Qui peuvent pas rouler, quoi. Du coup. Aujourd'hui, ça serait hyper surprenant qu'Apple arrive à quelque chose. On risquerait même de les accuser de rentrer dans ce jeu-là. J'ai l'impression que la relation que le public a, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, la relation que le public a avec Apple, si Apple arrivait en disant, regardez, c'est un concept, on dirait, mais voyez, vous avez inventé quelque chose d'hyper innovant et vous le sortez pas. C'est culturellement, la boîte, l'entreprise, elle n'a jamais fait ça. Du coup, ça veut pas dire que... Il y a très longtemps. Oui, mais sur des... C'était... Il y en a qui disent que, par exemple, Newton, c'était ça. Si on sort un produit juste pour voir comment réagit le marché, et la promesse n'est pas là. La promesse n'est pas là, lors du cube et tout ça. J'ai souvenir d'une montre que c'était pas loin. La promesse, elle est là, mais il a fallu 3-4 ans. La grande question,
c'est là où c'est intéressant, et je pense que ni Apple, ni nous, ni le public ne peut répondre. C'est est-ce que finalement, quand le produit est lancé, c'est pas un pari? Tu vois, quand il lance la montre, c'est un pari, mais l'iPad, quand il lance, c'est un pari. Hein. Non, mais je veux dire, dans l'absolu, quand l'iPad... Par rapport, tu as raison, au et PC, quand l'iPhone au sort, PC c'est un low pari. cost de l'époque. Aujourd'hui, on a l'impression que chaque produit qui sort chez Apple est un succès. Dans l'histoire d'Apple, ça n'a pas là, été le cas. Là, le 10S, le 10S, je vais y arriver, le 11 Pro, j'ai du mal avec les appellations d'Apple. Tu sais comment je l'appelle, moi, hein? Non? Le X, ou 10 SS. Oui, parce que on en parlera tout à l'heure, mais on va y revenir. Mais c'est vrai que, oui, bon, bref. Allez, pour donner la parole à Didier pour conclure ce sujet, avant de revenir au test de l'iPhone 11 Pro et une comparaison avec ses concurrents, brièvement, Apple est victime de son culte du secret. Ils ne pourront jamais rivaliser sur ce point-là par rapport à Samsung et Huawei, ou Xiaomi. En fait, si tu regardes dans l'histoire d'Apple, c'est pas totalement vrai parce qu'ils ont sorti comme ça des produits. Le Newton, ça en fait partie, mais il y avait le Mac du 20e anniversaire. Il y a eu quelques produits comme ça sur lesquels, même le MacBook Air, au début, quand il est sorti, il était quand même ultra cher. C'était un truc que personne n'avait vu. Ils nous ont fait rêver quand même ponctuellement avec pas mal de choses assez incroyables. Il y a quand même une prise de risque quand même, qui est prise de temps en temps. Oui, totalement. Puis l'iPhone, ça aurait pu être un flop aussi. Enfin, voilà, ils ont fait des paris sur pas mal de choses. Mais c'est vrai que le dernier produit un peu comme ça, à l'échelle de l'accessoire, c'était peut-être le AirPower, mais le dernier vrai produit, c'était un petit peu la montre. Et encore, la concurrence avait déjà sorti quand même pas mal de trucs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ça depuis un petit moment, en fait. AirPower, c'est un mot à bannir du vocabulaire d'Apple, crois-moi, sur plusieurs générations. Mais bon, ça encore une fois, le seul produit qu'ils ont préannoncé, ils sont incapables de le sortir. Si on avait voulu l'écrire, on aurait dit non, c'est pas crédible. Mais bon, passons. Allez, on revient au test des iPhones et des différents concurrents. Regardez, on a ici un iPhone 11, on a un iPhone 11 Pro. Qu'est-ce que tu as de ton côté, Stéphane? Un iPhone 11 Pro. Toi, tu as un Pro Max, nous, c'est un Pro normal, vert. Voilà. Tu as le Samsung aussi. Ah oui, non, mais je disais. Il faut que tu déballes là, c'est le moment. Non, mais je sors tout. Ah bah oui. 10S Max. Ah bah oui, on a travaillé quand même. Voilà. Et j'aurais pu en sortir d'autres dans mon sac, non? Non, ça va aller. Donc là, j'ai le Huawei P30 Pro. Voilà. Et là, le Galaxy Note 10. Voilà, on va surtout mettre en avant le Note 10. Le Huawei est un peu plus ancien, entre guillemets, même s'il est relativement récent par rapport aux iPhones. Et on commence tout de suite, si vous êtes d'accord, avec le design. Design Apple est-il encore à la traîne? Nous vous le disions déjà la semaine dernière, Apple n'a introduit aucune évolution entre guillemets majeure au registre du design qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ses prédécesseurs. Apple propose désormais deux nouvelles couleurs, notamment le vert nuit que vous avez acheté avec un rendu mat sur le Pro. Alors quel est votre avis sur cette évolution qui semble avoir beaucoup de succès puisque apparemment c'est en rupture de stock, Stéphane? Le vert semble avoir un gros succès et à chaque fois que les gens le voient, ils adorent la texture, la forme, enfin bon. Alors avec une semaine de recul, que pensez-vous de ce rendu mat? Moi j'ai le blanc, je suis puni. Qu'est-ce que vous en pensez? Là de ce côté-là, j'ai rien à dire. Bon, montre-le bien à l'écran. J'essaie de faire abstraction de la table de cuisson là, mais j'ai rien dit. Oui, vas-y. Voilà, mais en gros, c'est vrai que le mat pour le dos et la table de cuisson, donc les tables à induction pour les objectifs. Voilà. C'est du brillant, voilà. C'est quand même plus élégant que ça, regarde. Souviens-toi, c'était la maquette qu'on avait reçue. Ah oui, ça on l'avait dit de toute façon. Voilà, regardez. Ça tranchait un peu le noir et le blanc. Là, le noir ici. Ça se fend plus. Mais bon, enfin, en tout cas, c'est vrai que pour moi, le premier regard, etc., on était tous charmés. Et en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous ouvrez la boîte, le téléphone qui est d'habitude tout à fait sur le dos, là on était à l'envers avec couleur en avant. Donc je pense qu'ils en sont un peu fiers et qu'on est là. Oui, je veux dire que c'est le seul point de différenciation fort quand tu regardes. Parce que si tu te rends compte quand même pour Apple, c'est quand même fou. Hein. Bon, à titre accessoire, est-ce que vous avez trouvé, comme on le disait la semaine dernière, comme c'est beaucoup écrit, que ça glisse beaucoup vraiment, ça glisse vraiment moins. Le fait d'avoir le. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Franchement, moi, j'ai pas trouvé non plus. Non, mais en fait, voilà, moi, avec celui-là qui est donc le 10S. Voilà, le 10S Max. Là, vous allez voir, même j'ai un petit pet là ici à cause de ça. C'est une véritable savonnette. Doucement. Voilà, n'oublie pas. Voilà. Pardon. Il faut que tu le bouges doucement. Ah pardon. C'est une véritable savonnette. Ouais. C'est-à-dire que je le mets en chargement sans fil.
sur des chargeurs classiques Et il glisse et il glisse tout seul. tout seul. Donc en gros, on est obligé de mettre des chaussettes ou je sais pas pour éviter qu'il tombe, quoi. Ouais. C'est quand même bizarre, non? Donc oui, d'accord. Non, Ouais. non, mais voilà, maintenant, bon, j'ai autre chose maintenant que des chaussettes. J'ai acheté des chargeurs de Xiaomi d'ailleurs qui sont antidérapants. Ouais, comme quoi, et Apple, voilà, ils n'ont pas Oui, besoin de chercher. l'innovation, c'est les petits détails. Hein. C'est une succession de petits détails. Et là, bon. Laurent, Alors moi, je vais vraiment, je ne vais pas dire minorer, mais je vais un peu... Moi, j'ai eu des avis très partagés. Alors, à titre personnel, Ouais. je suis hyper fan du dos mat. Okay, Ouais. donc, la dimension mat, je la trouve très belle, je la trouve beaucoup moins salissante, je la trouve sympa, et je trouve que finalement, Apple, qui allait plutôt, à l'exception des premiers modèles, des tout premiers modèles, du tout premier modèle qui était finalement, qui avait une part de plastique et qui avait donc ce côté, je dirais, aluminium. Tout le reste a été vraiment dans un mode ultra brillant. On peut débattre des 7 et 8 qui avaient finalement ce dos allumé qui était peint pas peint, mais qui était très anodisé. Et du coup, l'anodisant était forcé. Donc du coup, c'était entre les deux, c'était ni mat ni truc. mais je me souviens quand on les a ouverts la semaine dernière ensemble, parce qu'on les a reçus tout de suite mercredi dernier, tu m'as dit waouh, là j'ai le 11 en main, qui est jaune. J'adore le contour, c'est un détail, mais j'adore le contour en aluminium, donc avec la couleur anodisée, plutôt que la classique, je ne l'ai pas là, mais là en main. Le classique inox qui a tendance à se rayer à la poussière, c'est une catastrophe, l'inox, que ce soit sur l'Apple Watch ou sur l'iPhone. Et c'est vrai que, bon, alors, c'est assez réussi. Tout à fait. Alors, si moi je devais faire un choix encore aujourd'hui, si je pouvais claquer des doigts et dire, je suis très content du vert, qui est une couleur atypique, et je suis pas fan du vert à la base, donc j'ai hésité au moment d'appuyer, mais j'ai trouvé le vert intéressant. Tu l'as quand même protégé avec une Oui, coque, alors je vais venir sur les trois choses. Donc sur le truc, le bord, je trouve que la dimension brillante, très type inox, finalement me plaît pas, mais encore une fois, tous les goûts sont nature. Et je me rappelle en 94, à la sortie du film Pulp Fiction, pendant 20 minutes, on s'est mis sur la gueule avec les amis avec lesquels j'étais. Oui, c'est un excellent film, c'est le meilleur film. Non, ce film est vraiment nul. Et au final, il y a quelqu'un qui a tranché, quelqu'un qui avait détesté le film, qui a dit, tu sais quoi, c'est un très grand film. Et là, on l'a regardé en disant, mais pourquoi c'est un très grand film? Il dit, le simple fait que pendant 20 minutes, on n'arrive pas à trouver un accord, c'est que c'est un grand film. Et là, j'ai l'impression que finalement, il se passe la même chose. C'est-à-dire que les gens à qui j'ai montré le dos, parce que tout le monde m'a dit, montre-moi, qui j'ai montré le dos ou le bord, il y en a autant qui disent, c'est génial, c'est magnifique, que disent que, oh non, moi, je trouve pas ça beau. Alors, c'est pas autant. Il y en a un peu plus qui trouvent ça joli, la dimension mat, mais moi, j'ai eu des avis négatifs. Donc, j'ai envie de dire, ils ont pris un risque d'aller sur ce truc-là. On parlait tout à l'heure un peu de la prise de risque. Je trouve que c'est une bonne chose. Le côté brillant, et pour revenir sur la bordure, je la trouve très salissante. Maintenant, pour répondre à ta dernière question, après je te rends la parole, sur la coque, j'ai toujours eu des coques sur mes téléphones. J'aime bien la coque. Je trouve que le téléphone est bien évidemment beaucoup plus beau sans coque. Mais par contre, pour moi, c'est inconsommable. Et tu sais que je les noie même quand il m'énerve. Oui. Donc voilà, j'ai noyé le XS. Et donc du coup, je vais pas dire que je fais pas attention. Ça reste un objet qui a quand même une certaine valeur. Mais je m'en sers. Le téléphone, c'est pas un objet de luxe. Je fais pas attention. Je le mets dans une pochette. La tendance sur le verre et le succès du verre semble quand même que c'est un objet de représentation. On est entièrement d'accord. C'est la raison pour laquelle les gens achetaient le verre plutôt que les autres. C'est la seule façon. C'est le dernier iPhone. C'est le dernier. Après, le mien, il faut vraiment regarder de près. Effectivement, s'apercevoir qu'il y a 3 objectifs. Oui, mais dès qu'on voit les 3 objectifs, il y a plus de doute. Ouais. Le verre. Donc j'ai souvent eu des coques et je dois reconnaître 2 choses. Je dois reconnaître que la coque translucide Apple, transparente, est vraiment nulle. Et encore une fois, mes paroles n'engagent que moi, mais ce que j'aime beaucoup dans les coques Apple, en dehors de leur prix, qui est pour moi, hier on me posait la question, je suis plus choqué par une coque silicone à 45 € chez Apple que par un iPhone à 1000 €. C'est vrai, oui. C'est-à-dire que dans l'iPhone à 1000 €, la valeur très rapidement. Exactement. Les coins en caoutchouc, en cuir, c'est pareil. Les coins s'abîment. Là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'ils ont sorti cette version translucide, transparente, tu l'appelles comme tu veux, pour qu'on puisse voir du coup ce qui est dessous. Et du coup, ça enlève l'effet mat, puisque du coup, elle est totalement brillante. Le deuxième truc, c'est que ce qui est bien dans ces coques silicone, c'est que quand tu le prends, ça glisse plus, quoi. Le téléphone, il glisse plus, tu vois, même dans ta poche, il sort pas. Là, il sort tout le temps. Donc j'ai beaucoup parlé, mais c'était 3 points que je voulais. Ouais, alors un petit mot avec. Tu sais que pour la petite anecdote, chez Apple, les responsables d'Apple,
les employés en général, on leur demande de ne pas utiliser de coque pour ne pas détruire, ne pas cacher le design de l'iPhone. Et quand on fait des démos, c'est toujours sans coque. Didier, du côté de la concurrence, on ose casser le design. Hein, c'est le cas du dernier né de Samsung, le Galaxy Note 10 et son petit œilleton en façade qui est vraiment, très réussi, hein, avec son écran incurvé de 6,8 pouces. Regardez Stéphane là entre les mains. Et c'est plus que l'iPhone 11 Max. Et en plus, Stéphane, si tu poses l'iPhone par-dessus, 11 Max, je vais te donner le mien si tu veux bien. Ou pour celui de. Voilà, on s'aperçoit qu'en termes de form factor, il faut que tu le. Voilà, c'est un peu la même chose. Exactement. Donc on a une phablette d'un côté, avec un design qui quand même qui casse un peu les codes, notamment cet écran avec l'œilleton devant, ça casse un peu. Voilà. Ce qui est agréable chez Samsung, c'est que pour une fois, ils n'ont pas essayé. Pour une fois, ça fait 2-3 générations maintenant. Ils n'ont pas essayé de copier l'iPhone. Hein. Ah, ça. Didier. Non mais tu vois, je trouve ça très élégant ce qu'a fait Samsung. On a parlé beaucoup du dos de téléphone, mais c'est vrai que sur la face avant, il n'y a aucun changement. Et quand tu vas dans les magasins et que tu compares avec les modèles Android, avec ces écrans bord à bord ou qui dépassent légèrement, alors que l'iPhone, on a des gros bords et on en a des encore plus gros sur le 11 de base, c'est vraiment très épais, plus cette encoche, donc ça donne encore un peu plus de lourdeur à cet écran. Et c'est vrai que sur Android, on a vraiment des tailles un petit peu plus grosses aussi, des fois légèrement plus grosses que le Pro Max. Et ben l'air de rien, de face, je trouve que c'est vrai qu'ils ont plus de gueule. Et c'est peut-être ça qui manque un petit peu à l'iPhone. Alors, est-ce qu'ils vont oser ça l'an prochain? Alors, bon, l'histoire de l'encoche, c'est toujours la même chose. Hein. Combien tu mets de capteurs là-dedans? Donc, combien d'espace tu mets? Il y en a qui ont fait des petits designs où ça sort du téléphone et tout. Donc, il y a une vraie prise de risque. Apple a décidé d'avoir une espèce de form factor qui garde. Je pense que c'est aussi une marque de fabrique d'avoir cette encoche. Mais vraiment sur l'écran, mais moi, j'invite les gens qui sont vraiment très pro Apple, qui vont que dans les Apple Store, allez à la Fnac, allez chez les revendeurs, vous allez voir. Franchement, les téléphones Android aujourd'hui de face, ils ont vraiment de la gueule. Ouais. Et oui, Apple était sur un renouvellement tous les 2 ans, on est plutôt maintenant sur un renouvellement tous les 3 ans. Donc alors que la concurrence accélère, Apple ralentit, lève le pied, ça semble assez bizarre, dirons-nous. Et puis vraiment, cet écran incurvé de 6,8 pouces avec ce petit œilleton, c'est vraiment très réussi. Alors encore une fois, Samsung n'a pas réussi à répondre à Apple du côté de la reconnaissance faciale avec Face ID. Et donc, comme ils n'y arrivaient pas, ils ont été sur un concept de design tout à fait à l'opposé avec ce œilleton. Et c'est une belle manière de montrer qu'on peut faire d'une faiblesse, une force. Voilà, j'y suis arrivé. Une question de Thomas G, alias Untitled Project sur Twitter. Que valent les écrans des concurrents directs de l'iPhone 11 Pro? On s'est un peu amusé avec Stéphane, bien sûr, notamment avec le Note. Et moi, je trouve que le Note est plus immersif. Alors moi, qui commence à vieillir un petit peu, j'ai besoin de grands écrans pour lire confortablement. Et je l'ai trouvé beaucoup plus immersif parce que l'encoche, même si on la voit plus arriver à un moment, l'œilleton, je trouve ça plus naturel, Stéphane. C'est certain que quand on allume le téléphone et qu'on voit simplement ce petit... On arrive à peine à le voir d'ailleurs avec la caméra, ce petit œilleton comme tu le dis, c'est vrai que c'est quelque chose qui dit pourquoi pas Apple. Et en plus, c'est vrai que quand on regarde une vidéo, là, on est, c'est vrai que c'est l'effet tablette. En tout cas, il y a vraiment une immersion. L'effet incurvé, il y a vraiment une impression d'infini. Et c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Il faut juste que les lecteurs des différents players, des différentes applis de vidéo qu'on utilise, puissent aussi utiliser la totalité de l'écran. Pour certaines, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. La plupart maintenant y arrivent. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même... Samsung était en tête et à juste titre. Oui, il fabrique des écrans. Il fabrique des écrans. Donc, est-ce que donc il y a l'effet quand même important quand même de l'innovation, qui est l'effet lié à ce que nos yeux nous guident. Là, en l'occurrence, un écran, c'est peut-être plus important pour l'innovation que des processeurs. Oui, en clair, le Face ID, on a du mal à l'expliquer, je dirais, pour faire vendre un téléphone, alors que là, il suffit de regarder le Samsung en disant « Waouh !» Et vous voyez, le ton derrière moi, c'est très réussi. Mais il n'empêche, l'écran de l'iPhone 11 Pro a été plébiscité par DisplayMate, qui teste la qualité des écrans du marché, pas seulement les smartphones. Et il considère que c'est le meilleur écran du marché sur un smartphone, toutes marques confondues, alors que c'est a priori Samsung en partie qui le fabrique, avec une meilleure calibration d'usine et une meilleure précision, avec aussi une luminosité record, avec une crête de 770 nits, 820 nits en niveau moyen. Bref,
c'est de loin le meilleur écran pour un smartphone haut de gamme selon DisplayMate. Et puis vous l'aurez compris, l'encoche n'a pas disparu, elle est toujours là. Mais Apple nous disait, l'encoche est toujours là, mais Face ID s'est amélioré. Didier, est-ce que tu as vraiment perçu une amélioration, notamment pour, déloquer son iPhone lorsqu'il est posé sur la table, sans forcément s'approcher ou faire comme ceci sous tous les angles? Est-ce que tu as vu une amélioration? Moi, c'est pas vraiment le cas. Alors, j'ai pas fait des tests techniques en calculant l'angle et tout, mais là, par exemple, il est posé sur la table, je suis quand même relativement en face, et ben ça marche pas. Il faut quand même que je le prenne dans ma main. Donc, ils n'ont pas réussi ce truc-là qui, je pense, qui gêne pas mal de monde en réunion et tout. Enfin, je vois plein de gens qui sont obligés de lever leur téléphone. Du coup, ça se voit, tu vois, que tu déverrouilles. Donc, on entre son code encore. Enfin, moi, je l'entre toujours comme autant qu'avant, en fait. Ouais, moi, j'ai pas trouvé d'amélioration. J'étais franchement déçu. Ça va peut-être un petit peu plus vite. Ça va plus vite. Mais en termes de... Alors, est-ce que le Face ID nécessite de réapprendre parce qu'on a changé de téléphone, son visage, etc. Mais, bah oui, en théorie, oui. Oui, ben non, puisque j'ai fait une sauvegarde. Donc, mais bon, bref, passons. Là, je suis plutôt déçu sur ce point-là. Un mot à propos de notre sponsor cette semaine, LaCie. Vous êtes réalisateur, créateur de vidéos haute définition. Dopez votre workflow avec le Rugad SSD. Regardez, je l'ai entre les mains. Il est vraiment très sympa, très compact. Ce disque SSD USB-C de poche, dessiné par Neil Poulton, embarque un Seagate FireCuda NVMe SSD pour l'édition et le travail au format 4K RAW. Sa performance est jusqu'à 950 mégaoctets par seconde en lecture-écriture. Il y a même une version Thunderbolt 3 qui va arriver, une version Pro qui va dépasser les 2800 mégaoctets par seconde. Comme tous les Rugad, il est très résistant. Il est même certifié IP67 pour une résistance accrue à l'eau. Bref, il est vraiment conçu pour une utilisation tout-terrain, tout simplement. Il résiste ainsi aux chutes jusqu'à 3 mètres et à l'écrasement jusqu'à 2 tonnes. Le tout est couplé à une offre de service de récupération des données Rescue valable 5 ans en cas de perte de données. Bref, il est vraiment sécurisé, d'autant plus qu'il a même un chiffrement Seagate Secure pour éviter qu'on vous fauche vos données. Ça s'appelle le Rugad SSD. C'est la dernière création de chez LaCie. Toujours au registre de l'ergonomie, parce que là on parle d'ergonomie avec Face ID encore une fois. La disparition de 3D Touch a fait beaucoup couler d'encre. Est-ce que toi de ton côté, Laurent, 3D Touch ça manquait? Ah oui. Franchement, oui. Moi, j'étais un ultra grand fan de 3D Touch. Vraiment, je trouve ça dommage. Alors après, j'entends les raisons, des bonnes raisons. La dalle est moins épaisse, meilleure économie, tout ça. Donc j'entends tous les choix. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé concrètement? Alors, en fait, je l'utilisais énormément. Et dans un cas de figure qui est la rédaction des messages, c'est-à-dire que dès que j'étais dans un message, je me rendais compte que donc toi tu as tes yeux qui blessent et tu as tes yeux qui baissent et tu as besoin d'une plus grande taille. Et moi j'ai des gros doigts et quand je tape, du coup j'avais tendance à taper les lettres à côté, quoi. Et donc du coup je revenais très rapidement en me déplaçant la souris dans 3D dans tous les actes. Tu pouvais le faire, ça. Tu peux toujours le faire aujourd'hui. Non, tu le fais avec la barre. Tu le fais avec la barre dans la barre d'espace. Tu te rends compte que quand tu le fais dans la barre d'espace, si tu n'es pas parfaitement dans la barre d'espace avec le clavier de iOS 13 qui se déplace, tu tapes des lettres plutôt que d'en effacer. Et tu reviens de façon linéaire, donc de droite à gauche, la remontée marche pas bien. Donc du coup moi j'étais assez fan. Après tu te rends compte que le déclenchement de l'appareil photo avec 3D Touch, tu le réussissais à chaque coup. Là tu te rends compte que c'est plutôt un appui long. Donc moi, j'ai plutôt trouvé que par exemple dans Mail que le 3D Touch, enfin maintenant Force Touch, a tendance à se déclencher un peu trop rapidement, un peu trop facilement, un peu trop sensible. Parce que je pense que justement c'est pour compenser le fait qu'il n'y ait plus le 3D Touch. Du coup là où avant tu jaugeais de la pression que tu mettais pour faire une action, mais là aujourd'hui tu joues sur la durée que tu vas mettre pour la faire. Didier, ton avis sur la disparition de 3D Touch et au profit de Force Touch? On verra qu'au niveau de l'autonomie, on le sent bien quand même. Je pense que le plus frustrant, c'est déjà de l'avoir enlevé d'abord sur le 10R, c'est-à-dire on t'a enlevé un truc pour te dire tiens c'est du bas de gamme finalement, sur les téléphones d'entrée de gamme t'y as pas droit, puis finalement on l'enlève pour tout le monde, donc ça c'est déjà un peu frustrant intellectuellement. Et puis effectivement cette histoire du curseur, alors il y a plein de moyens, parce que si tu mets ton doigt sur le curseur tu peux le bouger, si tu le mets sur la barre espace ça marche, mais il y a des moments où t'as pas de barre espace, c'est-à-dire quand t'es dans les smileys, quand t'es dans le clavier du téléphone par exemple avec juste les numéros, il y a aucun moyen de mettre le curseur sauf à mettre le doigt dessus. Et en fait quand t'étais un utilisateur régulier de ça, c'est casse-pied. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a tant de gens qui utilisaient ça avant? Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ah oui tiens, je savais même pas que ça existait alors que je l'avais. Donc toute la question est là en fait. Mais on n'aime pas quand on nous enlève des trucs comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, vraiment la fonction qui m'énerve le plus au quotidien, et ça fait des années depuis que l'iPhone 10 est arrivé, elle a été améliorée l'année dernière puisque lorsque l'écran est éteint, on peut plus faire de capture d'écran. Mais moi, je le laisse souvent allumé et dès que je le saisis un peu trop fort. Voilà, ça me dit regardez, hop,
Voilà, là, j'ai le chrono. C'est la fonction de capture d'écran. Il faut vraiment que les devs d'Apple nous déplacent cette fonction de capture d'écran. Je crois que tout le monde le dit. Et je sais pas, ils sont sourds. Ou ils sont déplacer peut-être les boutons. boutons, tu vois, hein, parce ouais. que le vrai problème, c'est que les boutons sont en face et dès que tu prends, il faut le décaler de quelques ton voilà, dès téléphone qu'on le de la saisit housse, sans faire un peu fortement, eh bien, on déclenche la capture d'écran. D'autant plus Oui. qu'ils ont légèrement décalé les boutons donc entre Exact. le XS Plus et, que et le 11 ouais. Pro, parce que du coup, il y a à peu près 3000. Il y a le bouton donc du vibreur et du son, c'est celui qui a le plus bougé, mais c'est vraiment quand tu mets une autre coque, elle fonctionne parfaitement, hein, sauf que les boutons ne tombent pas exactement. Ouais. On a beaucoup parlé de design, vous l'aurez compris. On a parlé du dernier né de ces Xiaomi, notamment, qui a défrayé la chronique cette semaine. On a peu parlé du Huawei en termes de design, mais également on est au niveau d'Apple largement. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on dise un mot quand même sur le Fold, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est maintenant disponible à nouveau, hein, le fameux téléphone à écran pliable. Là, en termes de design, on est sur une toute autre planète. On l'a pas en plateau. On a un écran de face pour les fonctions photo de base, répondre rapidement à un mail ou consulter rapidement les réseaux sociaux. Donc ça, on peut l'utiliser d'une main pour téléphoner. Et puis, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Ça s'ouvre un peu comme un livre. Et là, vous avez deux écrans qui s'associent. Hein. Tu l'as vu, tu as eu la chance de l'essayer un petit peu, Laurent. Qu'est-ce que tu en penses? On parlait de téléphone de démonstration. Ça a du charme. Il y a une encoche, hein, d'ailleurs, sur ce modèle-là, pour la petite histoire. Rapidement, parce qu'il faut aller vite. Voilà, qu'en penses-tu de ce concept? Est-ce que c'est un concept d'avenir? Un jour, tu penses qu'un Apple ou d'autres vont reprendre ce système de téléphone pliant ou du moins incurvé? Alors, c'est très étonnant. Hein. Donc, quand tu l'as entre les mains, c'est assez surprenant. Donc, d'abord, il y a un très grand. L'écran est très grand. Tu sens quand même une fragilité. Donc moi j'ai eu la chance, je l'ai pas eu, j'ai pas pu le garder. Hein. Donc j'étais avec quelqu'un de Samsung qui me l'a montré. À chaque fois que j'ai commencé à essayer de voir comment ça se pliait, si ça se plie bien, tu sentais une crispation. Hein. Oui, on voit que la charnière, hein, il y a un système de charnière qui est assez élaboré, qui est assez compliqué à mettre en place, hein, qui permet de l'ouvrir, je vous le disais, comme un livre. On sent que bon voilà, c'est là où et puis on a l'impression un peu que c'est deux téléphones superposés en fait qui sont collés l'un à l'autre. Alors c'est dans les faits, ces deux téléphones superposés, ça m'a en une fraction de seconde, j'ai repensé au premier smartphone. Enfin, pour moi, le premier smartphone, c'est le Nokia qui s'ouvrait en deux, hein, où tu avais le communicateur, hein, où il y avait le clavier en dessous. Et j'ai eu, bon, ça a duré une fraction de seconde parce que le communicateur, il avait l'écran en haut et puis le clavier en bas, donc c'était pas ça. Mais j'ai eu alors, ce que je trouve marrant, c'est quand tu vas au-delà de la simple de le plier à l'intérieur, et que tu as du coup deux écrans, mais on en revient à l'écran infini du Mi Mix, hein, ouais, du Mi Mix chez et que je trouve plus original pour le coup, hein, parce que du coup, il y a pas cet effet mécanique. Là, il y a quand même quelque chose, c'est quand même un mastodonte. Hein. Ouais. C'est quand même, tu te rends compte que pour arriver à ça. Le dernier point, c'est la vidéo. Quand tu es en mode vidéo, tu as quand même un léger liseré à la pliure, c'est pas parfaitement net. Hein. Tu te rends compte que, et du coup finalement c'est au milieu de l'écran. C'est ce qui se passe quand tu as deux écrans, que tu as une vidéo sur deux écrans. Finalement la coupure elle est au milieu. On te dit il faut en mettre trois pour que la partie de la scène se retrouve au centre. Donc voilà. Donc je trouve que en termes de concept c'est génial. D'ici à ce que ce soit utilisé, j'y crois pas du tout. Ouais, moi, je pense qu'il va y avoir des usages avec des associations d'écrans. Mais c'est vrai que le choix qu'a fait Xiaomi avec son Mi Mix est assez intéressant. Allez, on va revenir à l'iPhone Pro et la fonction qu'Apple a souhaité mettre en avant, à savoir bien sûr la photo. Mais avant, un point express sur les dernières rumeurs et news qui ont le plus buzzé cette semaine autour d'Apple. Didier, quelles sont les rumeurs ou les infos qui ont le plus buzzé cette semaine du côté de Mac Forever ? Alors Olivier, on commence avec l'iPhone 11 qui, d'après certains analystes renommés comme Piper Jaffray, Deutsche Bank, ils sont tous assez optimistes finalement pour l'iPhone 11 et plutôt pour le 11 que le 11 Pro d'ailleurs, qui boosterait quand même pas mal les ventes en fin d'année. Alors il pourrait y avoir toujours effectivement des difficultés pour Apple à écouler ses iPhones, mais finalement ce serait moins pire que prévu, les ventes ne seraient pas si mal, tu vois. Deuxième rumeur ou deuxième info. Alors ça va nous concerner directement puisque cette semaine, a priori, on devrait avoir les premières livraisons de l'iPad 7, c'est l'iPad de 10,2 pouces, donc qui ne change pas beaucoup par rapport à l'iPad 6, mais à part l'écran évidemment plus grand et puis son petit smart connector, donc il pourrait arriver ce vendredi, voilà. Troisième rumeur. Alors on reparle des claviers des nouveaux MacBook Pro et par l'intermédiaire donc des brevets puisqu'Apple en dépose continuellement. Et là on a aperçu un brevet avec un clavier encore plus fin que les claviers actuels. Mon Dieu, j'ose imaginer ce que ça peut donner. Je ne veux même pas réagir à ça. Ouais. Voilà. Allez, quatrième rumeur.
Le MacBook Pro 16 pouces, alors on a entendu pas mal parler en début d'année et puis même cet été. Il devait arriver à la rentrée. Apparemment, il sera entré en production. Donc, on pourrait l'imaginer pour fin octobre, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que Apple va refaire une keynote? Est-ce que ça va être un sous-produit? On ne sait pas encore. Mais on a assez hâte quand même parce que c'est le premier donc, qui Il y a beaucoup de changerait bords justement la sur les technologie écrans du clavier. d'Apple. Il y a beaucoup de bordures. Donc, il y a de quoi C'est un de faire. leurs défauts, ouais. Dernière rumeur. Et bien sûr, le Mac Pro qu'on attendait aussi à la rentrée, qui finalement n'est toujours pas assemblé. Donc, il sera assemblé au Texas. Et moi, j'ai un peu peur parce que du coup, ça veut dire. Enfin, j'ai pas l'impression que tout soit prêt, tu vois. Bon, Ils ont juste on l'accord sait pour le jamais. produire au Texas. Voilà. Bon, enfin, C'est c'est pas des ça. grandes quantités non plus. Hein. Non, Voilà. mais par contre, c'est vrai que là, il veut échapper aux taxes de Trump Ouais. et du coup, ça peut valoir le coup quand même de plier un petit peu ses exigences. Mais ceux qui attendaient ça à la rentrée, et je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Et si ça sort en février-mars, je te dis pas quoi. Est-ce qu'on a des infos, Didier, toujours dans le cas de Busomètre, mais c'était la semaine dernière dont on en parlait, sur la recharge inversée? Est-ce qu'on sait oui ou non si dans l'iPhone 11 et les iPhone 11 Pro, la recharge inversée, chère au Galaxy S10 qui est ici, voire même au Fold, qui a cette fonction-là, il suffit de poser ses oreillettes sur son téléphone pour pouvoir les charger. Est-ce qu'elle a été déconnectée, cette fonction? On a des infos ou pas? Alors, d'après iFixit, il y a quand même à peu près ce qu'il faut. Ils ont découvert des petites puces et tout qui ont l'air d'être là pour ça. Après, la question, c'est est-ce que c'est réactivable? Est-ce qu'ils l'ont désactivé pour une bonne raison? Enfin, c'est très rare qu'Apple remette des technos comme ça en place sans les annoncer. Alors, voilà, il y a peut-être eu la folie AirPower, tu vois, donc ils ont peut-être retenu la leçon. Mais on voit la photo d'iFixit, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop si c'est vraiment lié à ça. De toute façon, on sait qu'il y a le système à induction pour charger. Est-ce que c'est pour décharger et recharger notre iPhone? C'est plus compliqué à Ouais, et savoir. puis est-ce que tu vois, ils oseraient le mettre s'ils n'avaient pas un endroit précis où ce serait vraiment indiqué de poser les AirPods, par exemple, parce qu'il n'y a rien de ça aujourd'hui. Donc, Alors, il faut répondre au téléphone, Didier. Retour à présent sur le grand test des nouveaux iPhones et particulièrement la fonction photo. Stéphane s'est fait plaisir et l'a comparé à la concurrence. Photo, l'iPhone est-il désormais le meilleur face à la concurrence? Alors, c'était la nouveauté bien sûr la plus visible, on en a beaucoup parlé, avec l'arrivée de ce triple capteur photo. Triple sur l'iPhone 11, il y a un ultra grand angle, 11 Pro, un grand angle et un téléobjectif de 12 millions de pixels. Il a beaucoup fait couler d'encre ce système en pyramide avec trois écrans, trois objectifs déportés. L'iPhone 11 lui gagne que 2, mais c'est déjà pas mal puisqu'il n'y en avait qu'un seul. Il a en tout 2 objectifs, mais auparavant il n'y en avait qu'un. Qu'est-ce que ça a donné? Je te laisse la parole, Stéphane. Peut-être un bref préambule quand même, Stéphane, sur le choix esthétique. Si tu as le Note à côté de toi, eux ils ont aligné les capteurs. Ils ont aligné les capteurs, les trois. Voilà, ça aurait pu être le choix d'Apple parce que ça aurait été dans la continuité. Bon, Apple a voulu faire en mode carré. Je veux plus dire table de cuisson parce que. Oui, mais c'est un truc triangulaire. Alors moi, je me suis un peu renseigné. Je ne sais pas si tu l'as fait, Didier. Qu'est-ce qui peut justifier? Parce que c'est pas nouveau. Vous avez vu les vieux appareils, les vieux appareils je ne sais plus comment ils s'appelaient. Tu sais, on prenait par en dessous, là, on faisait la photo. Il y avait ce système de décalage également. Et il semblerait que ce soit une contrainte technique, parce qu'effectivement, sur l'iPhone, il y a la possibilité de passer d'un objectif à l'autre avec une transition qui est douce. Et le fait de ne pas superposer les objectifs permet cette transition douce, parce que tu as forcément un rapport de vue qui est proche. Voilà. Exactement. Et c'est ça, pour moi, la grosse différence par rapport déjà au Huawei et au Samsung. Alors, qu'est-ce que ça a donné question photo? On a plutôt fait des photos avec des conditions de lumière difficiles, puisque c'est là où vraiment on voit la différence, c'est que l'iPhone était vraiment en retard, et tu t'es fait plaisir. D'abord, tu l'as comparé par rapport au 10S. Voilà. Donc à gauche, on a l'iPhone 11 Pro, et à droite, l'iPhone 10S. Voilà. C'est le grand angle, il n'y a pas d'ultra grand angle sur le 10S. Et alors, ton sentiment? Le sentiment, il était assez évident que quand on regarde la photo du 11 Pro, on a quasiment ce que nous, on aurait à l'œil nu. Et donc, c'est quand même, il y a une côté fidélité par rapport à ce que nous voyons qui est très agréable. Donc, en gros, on voit qu'il y a un progrès notable, un pas de géant, qui a été fait par Apple en mode nuit. Ouais, donc là, on le voit. Et puis, là, on ne va pas le faire, mais si on zoome, on ne perd pas forcément en qualité. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, Apple avait tendance à bleurer pas mal pour cacher les défauts. Là, ça reste fidèle. Tu l'as ensuite, tu as fait la même photo, tu l'as comparée cette fois-ci
au Note 10 Ouais. de chez le Galaxy Note 10 de chez Samsung. Quel est Exactement. ton sentiment? Alors là, comment dire, c'est particulier parce que là, il y avait quand même une fidélité. Autant on sent. Alors c'est vrai qu'il y a une lumière qui est accentuée sur le bas de la photo qui n'existe pas dans ma rue, mais grosso modo, on voit bien la tour Eiffel qui est bien illuminée, etc. C'est très beau, etc. Mais il y a un côté plus authentique sur le Note 10. Toi, tu trouves qu'il est plus fidèle? Alors, moi, j'ai lu l'inverse. En fait, c'est plus fidèle à l'œil, mais je trouve que la photo est plus belle sur le Note 10. Alors, en fait, voilà, c'est ça plus que je veux dire. flatteur sur le Note 10. Exactement. C'est la tendance un peu Voilà. générale de tous ceux qui l'ont testé. Voilà. C'est plus flatteur. Ouais. Effectivement, la photo paraît de meilleure qualité. Voilà. Mais si on zoome dedans, le rendu est plus fidèle par rapport à la réalité sur l'iPhone. Sur l'iPhone. Et en fait, c'est ça qui C'est un choix de... Non, bien sûr, c'est un choix et je pense que C'est un choix, c'est un choix esthétique. bien sûr, mais je vais répondre après à la question de quand tu as fait l'introduction. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de mon Huawei? On n'y est pas encore. Mais on n'est pas encore tout à fait. Mais c'est intéressant. Le Huawei, le voilà, regarde, il est juste Voilà. après. Tu l'as également fait la même photo, on va le comparer avec le 11 Pro, en grand angle toujours. Hein, Ouais, donc toujours. on va tester chaque optique. Voilà. Là, on voit qu'il y a encore une différence. Il y a encore sensible. bien sûr une différence marquante. On sent qu'il y a, on pourrait faire en gros, si on comparait le P30 et le Note 10, on aurait peut-être à peu près la même photo. Mais là, on aurait à peu près les mêmes conclusions. Je tiens à préciser quand même qu'en mode nuit, c'est pas la plus grande vertu, la plus grande qualité du P30. Ouais. Je pense qu'en mode jour, mode jour, il est imbattable. Ouais, aujourd'hui, toujours. D'ailleurs, il est toujours en tête du classement du Bergizmo, d'Uber et d'Eliane. Mais le décalage horaire est trop fort. Voilà, mais pour moi, c'est vrai que c'est pas la meilleure. Mais bon, il fallait obligatoirement de toute façon qu'on le compare aujourd'hui avec le 11 Pro. Et je tiens à préciser, excuse-moi, pardon, que le 11 Pro et le 11 Pro Max c'est la même chose, donc on va pas, on n'a pas fait de test avec le 11 Pro Max. Alors sur le grand angle, tu donnes l'avantage à qui concrètement? Alors, faut se mouiller. Je vais me mouiller pour l'instant. Après, on en mode nuit. C'est là où il est. Le Samsung pourrait potentiellement être la plus belle photo, mais l'iPhone le concurrence maintenant sérieusement. Très sérieusement. Donc l'honneur est sauf pour Cupertino. Alors maintenant, tu as fait des photos en ultra grand angle. C'est la nouveauté tant attendue pour ceux qui prennent beaucoup de photos de l'iPhone 11 Pro. Et tu l'as comparé, cet iPhone 11 Pro, au Note également. Avec à gauche donc l'iPhone 11 Pro et à droite le Note en ultra grand angle. Effectivement, on voit que la tour Eiffel est beaucoup plus petite. Alors bien sûr, elle est beaucoup plus petite. Là, c'est l'intégralité du champ de vision que nous avons. On n'est plus obligé de faire des panoramas où on bougeait le téléphone. Là, en quelques clics, on arrive. Ça paraît plus sombre sur celui-là. Et c'est beaucoup plus sombre. Et là, mais c'est pareil, c'est sombre aussi pour les autres. Hein. On peut pas avoir. Oui, il n'y a pas une énorme différence. Il n'y a pas une énorme différence. Mais là, quand même. C'est plus flatteur encore une fois sur le Samsung. Sur le Samsung, la couleur du ciel est beaucoup plus intéressante à mon sens. Et je pense que c'est là où il y a encore des marges de progression de la part d'Apple. Et c'est là où il pourrait potentiellement faire la surprise. Mais de là où il partait, c'est quand même quelque chose, une vraie et réelle progression. Ce ne sera pas l'unique progression de ce téléphone, on y viendra plus tard. Ouais, alors là, c'était donc le Note face à l'iPhone. Maintenant, c'est l'iPhone face au P30 Pro de Huawei. Avec donc à gauche toujours l'iPhone 11 Pro et à droite le Huawei. On voit également qu'il y a plus de lumière, en tout cas c'est plus lumineux. Mais encore une fois, quand on fait artificiel, c'est un peu artificiel. C'est artificiel sur celui du P30. Mais globalement, pour moi, c'est là où il y a une marge de progression pour l'iPhone 11 Pro, où ils pourront sans aucun problème dans les évolutions suivantes de l'iPhone 12, etc. Je pense que là, de ce côté-là, on aura plutôt des bonnes surprises. Et enfin, pour conclure ce face-à-face, ce comparatif de l'iPhone 11 Pro avec ses concurrents, on a testé le mode zoom qui n'était pas également son fort. Ouais. Et là, j'étais vraiment agréablement surpris du zoom de l'iPhone, notamment par rapport au Note 10 qui était sur la droite. Voilà, donc là, on a le 10S Max qui se défend pas mal. En plus, on a. D'abord, oui. À gauche, on a le 10S. À droite, on a le 10S et à gauche, le 11 Pro. J'ai pris le 10S Max là pour faire ces tests-là hier. Ouais, il est encore à la hauteur. Ouais, bien sûr. On voit que l'image est quand même plus claire. Elle est plus claire. En fait, on voit l'immeuble. L'immeuble en face est beaucoup plus et moins flou et correspond plus à la vraie couleur. L'image n'est pas bouchée. Non, voilà. Et donc, en gros, on a quand même une nette
nette progression entre ces deux téléphones qui ont 1 an d'écart, on va dire. Ouais. Bon. Donc vous voyez, c'est pas forcément nécessaire de changer d'une année sur l'autre. Sauf si. Ah si, là, cette fois-ci pour la photo, si on aime la photo, là je pense que là ça vaut le coup. Pas sur le zoom, pas forcément. Ah, sur le zoom, non, mais on va pas zoomer tout le temps non plus. Pour l'ultra grand angle, oui. Tu l'as comparé donc au Note 10, maintenant on va voir le face-à-face par rapport au Note 2, donc avec à gauche toujours le 11 Pro et à droite le Note 10 de Galaxy Note 10 de Samsung. Donc là, on a quand même une photo comme si on était à côté. Et là, je peux juste dire quelque chose. Oui. C'est que la façon dont on voit la Tour Eiffel là, c'est comme si comme je la vois depuis chez moi en fait. D'ailleurs, tu la prends de chez toi. Non, je la prends de chez moi, mais là, en gros, c'est à peu près la forme qu'elle a, la taille qu'elle a. À gauche ou à droite, quel est le rendu le plus fidèle pour toi? Moi, je préfère encore le Galaxy. Ouais, le Galaxy, au niveau zoom, il y a quelque chose qui est bien supérieur. Alors, est-ce que c'est le système d'exploitation qui permet des choses qu'on ne sait pas ou quoi que ce soit? Je crois pas, mais tu préfères encore le. Je préfère encore le Galaxy sur la chose, et on va voir sur le P30 également. Donc le Huawei à présent, donc le P30 Pro comparé à l'iPhone 11 Pro, avec à gauche le 11 Pro et à droite le Huawei. En fait, le P30, voilà, là pareil. Là, si on fait en plus parce qu'il n'y avait pas autant de lumière, il n'y avait pas tant de lumière sur le bas de la photo. Je trouve que c'est un peu artificiel ce que l'on voit en bas, l'immeuble en face là, le blanc. De quelle photo tu parles? De la photo de l'iPhone, pardon. L'iPhone, voilà. Ouais. Là, il n'y avait pas autant de lumière. On était quand même, il était 23h. Elle a été reboostée là. Je pense qu'elle a été reboostée. La on voit bien. tourne à 1000%. Donc là, je pense que là, on voit bien peut-être que c'est peut-être la dernière innovation en termes de processeur sur la partie IA qui a peut-être fait trafiquer ça. Donc verdict alors? Mais mon verdict, maintenant je peux le dire, Olivier. Ouais. En fait, je suis toujours un grand fan du P30 Pro pour les photos en plein jour. Et notamment les vidéos. Les vidéos, mais je pense que, voilà, je vais y venir. Le Galaxy est très fort en mode nuit, très fort. Qu'est-ce qui reste à l'iPhone alors? C'est la parfaite synthèse des deux. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, si on doit choisir entre les trois et qu'on ne sait pas, etc., le meilleur des trois, ça devient l'iPhone 11 Pro. Ouais. Donc c'est ça aujourd'hui. Le meilleur compromis en fait. Voilà, c'est le meilleur compromis. D'accord. Et comme en plus, et donc là j'arrive presque à une conclusion. Voilà, après les gens ils feront ce qu'ils veulent. Mais iOS est toujours en avance par rapport à Android. En plus avec le clavier maintenant qui vient supersonique. Comme sur Android. Mais sur Android, on s'arrivait toujours à se planter, etc. dans la saisie. Ouais. Vous connaissez mes conclusions. Maintenant, vous pouvez connaître mes conclusions sur ce téléphone-là. Pourtant, je ne suis pas souvent dans cette émission-là. Je dis souvent des critiques envers Apple. Très important. Mais là, faut dire les choses comme elles sont. J'attends avec impatience les résultats très poussés du test d'Uber. Il devait être dans cette émission cette semaine avec son fameux test, son classement. Mais on va l'avoir bientôt. Voilà, mais le match n'avait pas terminé, donc on vous en parlera la semaine prochaine. Mais je pense qu'on aura une très bonne surprise. Voilà, il va remonter, il était très loin, il était dans les 15 premiers. Oui. Mais là, en l'occurrence, s'il y en a qui hésitent et pour qui la photo est importante, ou même ceux qui ont un téléphone ancien comme un iPhone 7 par exemple, là, il n'y a plus à hésiter. Ouais. Est-ce que, brièvement, messieurs, Laurent et Didier, vous êtes d'accord avec l'analyse de Stéphane, tout simplement? Vous avez noté des progrès? Brièvement, Laurent. Alors, je ne vais pas rentrer dans autant de profondeur, et c'est lui l'expert, donc surtout dans la comparaison. Moi, j'étais très agréablement surpris. Tu viens du 16, hein? Tout à fait. Très agréablement surpris de deux choses, et entre autres, l'ultra grand angle. Je trouve que c'est génial à l'utilisation. Et même si c'était très critiqué sur le net, il y en a qui n'ont pas du tout apprécié. Moi, j'ai adoré l'application caméra, donc prise pour prendre des photos, où quand tu es dans le mode normal, tu as aussi les bords. Qui sont visibles de ce que te donnerait l'image en ultra. L'interface élargie. Tout à fait. Et qui est, moi j'aime beaucoup parce que je me dis, mais tiens, ça pousse à l'utilisation de cette fonctionnalité. Didier, brièvement, de ton côté, on en a pris plein de photos parce qu'on a reçu l'iPhone tard et donc de nuit. Et vraiment, moi aussi, j'étais agréablement surpris. Mais par rapport à la concurrence, le fossé, c'est un peu comblé, enfin. Oui, d'ailleurs, à l'heure où on fait l'émission, là, on vient de sortir une vidéo sur le mode nuit qui est assez complète, voilà, si les gens veulent aller voir. Ouais. Je pense qu'il faut retenir, c'est qu'Apple a rattrapé son retard, que son retard était inadmissible ces 2 dernières années quand même. Hein. Le mode nuit, on aurait dû le voir arriver beaucoup plus vite parce qu'ils avaient le hardware et le software pour le faire. Là, je pense qu'ils avaient un peu la flemme, puis peut-être ils s'en sont gardés un peu sous la pédale, donc ça arrive cette année, ça tombe bien. Par contre, sur le plan du hardware, c'est vrai qu'ils sont juste bien, c'est-à-dire qu'ils sont pas en avance non plus. Il n'y a pas de zoom incroyable, même le grand angle. Là, on a publié pas mal d'infos dernièrement. Il est pas foufou ce grand angle, tu peux même pas faire de RAW, il est quand même pas très lumineux. Il est pas stabilisé.
Bon, c'est pas si gênant sur un grand angle, mais voilà. Par contre, donc voilà, pour cette partie photo, moi je suis d'accord avec Stéphane. L'iPhone devient homogène. Maintenant, on peut acheter l'iPhone sans être trop frustré par rapport à Android, ce qui est quand même une bonne chose. On aimerait bien qu'Apple prenne un peu d'avance et propose des trucs un peu inédits, mais c'est vrai que voilà, leur atout, c'est vraiment d'être homogène. Je terminerai juste par un truc, c'est en vidéo. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais la vidéo, quand même, ils sont quand même très très forts, Apple, si ce n'est les meilleurs en termes de stabilisation, de qualité d'image. Et vraiment, tous ceux qui font de la vidéo, ils préfèrent souvent largement l'iPhone aux autres modèles. Donc, ce qui renforce l'idée que l'iPhone est quand même une super boîte à outils pour les photographes et les vidéastes. Si vous êtes un vlogueur ou faites un podcasteur même carrément, parce que le podcasteur c'est aussi la vidéo, vous allez voir que la nouvelle version filmique permettra de faire des choses formidables, notamment pouvoir gérer plusieurs flux et enregistrer sur plusieurs caméras en même temps. Il y a différentes questions sur Twitter à propos de la photo. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on avait remarqué ensemble lorsqu'on a commencé à shooter de nuit, c'est que le temps d'exposition, le temps de prise de vue s'est beaucoup rallongé, parce que justement, pour permettre de bien capter la lumière. Une question de Nico, alias Nico FR87 sur Twitter. Est-ce qu'on peut encore prendre des photos rapidement avec tous ces traitements informatiques, Didier ? Si tu n'as pas trop de lumière... voilà, en fait, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que le mode nuit, ça marche bien parce qu'on a de la stabilisation. Donc, pour pouvoir faire du mode nuit à main levée, il faut une très bonne stabilisation pour qu'il compense justement tous les petits tremblements pendant que tu prends ta photo, pendant qu'il capte la lumière. Et Apple te propose même d'augmenter encore le temps de pause pour avoir des meilleures photos. Donc ça, c'est quand même un truc que tu peux régler au moment de la prise de vue. Et effectivement, il vaut mieux pas trop bouger. Et si tu veux faire des belles photos de nuit, enfin des photos de nuit vraiment avec du détail, d'ailleurs, il y a des lecteurs qui m'en ont envoyé qui sont impressionnantes au niveau des détails. Et ben il faut te mettre sur un petit trépied ou le poser. Donc des fois, simplement te poser, ça suffit. Ça montre comme un vrai appareil photo, en fait. On reprend les réflexes d'autrefois. Autre question, toujours du même tweetos sur Twitter. Est-ce qu'il y a la possibilité de rajouter du flou après la prise de la photo ? Il me semble que c'est le cas chez Samsung. Est-ce que ça fait la différence ? Alors, tu peux pas, sauf si tu utilises une appli tierce. Il y en a qui le font, donc ils te rajoutent du flou. Sur iOS. Mais voilà. Mais sinon, non, tu peux pas le faire. L'appli par défaut. C'est le cas chez Samsung. C'est le cas chez Samsung. C'est sympa. C'est sympa. Bien sûr. Ouais. Bon, bref. Allez, non ? C'est bon, Laurent ? Allez, on avance sur, après le traitement photo. On va revenir à présent sur le bench et l'autonomie. On va voir si effectivement il est plus endurant et c'est sa principale qualité, croyez-moi, de ce nouvel iPhone. Alors l'iPhone est-il toujours le téléphone le plus puissant ? C'était le cas l'année dernière. Est-ce qu'il garde cet avantage ? Alors d'abord, mea culpa, la semaine dernière, on s'est littéralement planté. On ne comprenait pas les écarts, donc on les a refait cette année. Donc on s'est vraiment trompé la semaine dernière. Et je devrais que je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Regardez, l'iPhone 16 sur Geekbench 5 en monocœur, il est à 1176, 2778 en multicœur. L'iPhone 11 Pro reste largement devant à 1328 et 3512 en multicœur. Loin devant le Galaxy Note 10 qui ne dépasse même pas les 1000 en monocœur, 804 points, 2202 en multicœur. Et enfin le Huawei qui est en dessous des 700 points, 675 et 2436, il fait un peu mieux en multicœur. Donc on voit bien que la stratégie d'Apple en matière processeur se confirme. Après, c'est du bench, c'est pas, il faut comparer ça aux usages au quotidien. Mais il semble véritablement que les promesses d'Apple sont tenues sur ce point-là. Est-ce que ça se traduit également en termes d'autonomie ? Et tout simplement, je vais tourner vers vous, messieurs. Est-ce que vous avez enregistré et est-ce que vous avez imaginé, calculé le gain en autonomie que vous avez par rapport notamment au 16 qui est à côté de vous ? On va commencer avec Laurent. C'est monstrueux. L'autonomie, en plus, est monstrueuse. Je suis hyper agréable. Donc hier, je me souviens, lorsqu'on préparait cette émission, tu m'as envoyé des captures d'écran parce que tu attendais que le téléphone s'éteigne pour me l'envoyer. Et il ne s'éteignait jamais. Ouais, en fait, il ne s'éteignait pas. Donc en fait, j'ai chargé mon téléphone lundi matin, je l'ai débranché à 7h30 le matin. Et hier, quand on se parlait, il était quasiment 14h et j'étais toujours à 1%. Et à un moment donné, j'avais besoin de mon téléphone, donc je ne l'ai pas réussi à l'amener jusqu'à. Donc ça fait quoi Donc ça fait plus de 30 heures. Alors, mais quel usage tu avais par rapport à ça ? J'ai passé à peu près entre 1 heure et 1 heure et 1 heure et demie au téléphone, donc 1 heure avec toi. Désolé. J'ai passé. Après, j'ai eu un usage un peu divers, comme je t'ai envoyé sur les copies d'écran, c'est-à-dire je suis passé 1 heure et demie sur les réseaux sociaux. J'avais, je crois, 5 ou 6 heures d'écran allumé quand même. D'accord. Donc ça reste quand même un usage. C'est pas. J'ai trouvé ça vraiment presque long. 30 heures. Ouais. Et donc du coup j'ai pris la copie. J'avais jamais pris une copie d'écran de la décharge et de la recharge. Tu n'as pas un max, tu vois. Non, j'ai pas un max. J'ai le normal. Bon, il est tout neuf. On est sur après les cycles de charge. Et ce qui est après intéressant, c'est que du coup, je l'ai chargé en
avec le chargeur USB-C USB-C. de l'iPad, 18 watts. Et tu vois bien la courbe. La courbe, elle est hyper intéressante. Tu as une montée mais vertigineuse où tu charges beaucoup au départ. Et ensuite, les 10, 15 derniers pourcents ou 20 derniers pourcents sont beaucoup plus longs à obtenir. Mais bon, en une heure, j'étais à 91%, je crois. Tu vois. En moins d'une heure, j'étais à 91%. Stéphane, tu confirmes également le gain d'autonomie par rapport à ton 10S Max? Toi, tu as le Max, hein? Non, j'ai le Pro. Ouais, le 10S Max, oui. Par rapport à... pour avoir une autre façon de gérer les choses, quand on a le fameux message 20% on passe en mode économie. Il arrivait pour moi en général vers 13h, un truc comme ça. Et tu allumais ton iPhone à quelle heure le matin? 5h30, 6h. D'accord. Ouais. Et mais en gros, c'est vers 13h, un truc comme ça. Il arrive moitié à 20%, de la journée. voilà. Et hier, c'est arrivé à 19h et j'ai plus parlé hier au téléphone que d'habitude. Donc à 19h, moi Apple annonce jusqu'à 4 à 5 heures d'autonomie en plus par rapport à l'ancien modèle. Alors là, il y a eu un effet d'annonce, donner des chiffres parce que chacun a ses propres usages. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un tour de voilà, table. Et donc moi c'est ma façon comme toi. Hein, voilà, c'est ma façon de voir, c'est les 20%. Et voilà, donc ça voudrait dire que on a enfin peut-être de ce côté-là un téléphone qui tient la route et qui va pas nous frustrer. Didier, de ton côté, qu'est-ce que tu as, même s'il faut encore tester, hein, ça prend du temps. Oui, alors nous, on fait beaucoup de tournages aussi, des fois à l'iPhone, tu vois, on fait pas mal de plans, justement, qu'on a fait notre petite vidéo de prise en main le jour de la sortie. Et alors, je dirais que le 11 par rapport au 10R, il y a quasiment pas de différence. Moi, j'ai à peu près le même ordre de grandeur. Et par contre, sur les autres, c'est clair que c'est assez net. Alors, si tu avais les gros quand même, c'était dur de le pousser vraiment à zéro. D'ici la fin de la journée. Donc eux, ils ont toujours quand même bien tenu, mais c'est vrai que si tu les utilises beaucoup, là, quand on a shooté par exemple en faisant de la vidéo, je sais pas, on est parti, tu vois, au début d'après-midi, ils étaient vraiment chargés, et puis à la fin de notre tournage en fin d'après-midi, ils étaient au-dessus de la moitié encore. Donc ça, c'est quand même très très bon signe. Quand tu filmes en 4K et tout, ça bouffe vraiment très très vite. Et je pense que la différence la plus nette, elle est vraiment sur le Pro basique, parce que là, tu gagnes énormément en fait par rapport à avant. Tu vois, si c'est le cas, tant pis pour 3D Touch. Oui, pourquoi on y gagne. Un petit mot par rapport à la concurrence, que ce soit le Galaxy et le Huawei. Là aussi, est-ce que c'était... Je peux pas comparer parce que pour moi, je les utilisais tellement sur un seul et unique truc. Oui, tu utilises plutôt les Android pour la prise de vue. Voilà, donc en gros, je peux pas, j'utilise pas ou je veux pas utiliser, ça m'intéresse pas. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon dans cette émission parce qu'il y a plein de fonctions dont on aimerait parler, notamment le Wi-Fi 6, notamment la fonction de partage des casques Bluetooth et des AirPods, mais qui n'est pas encore active. Revenir sur la nouvelle version de la gestion de la 4G qui atteindrait des débits théoriques jusqu'à 2 GHz. Théorique. Des gigaoctets, donc je voudrais voir ça également. Et puis revenir sur la puissance intrinsèque des batteries, puisqu'on aura l'occasion d'avoir plus de détails là-dessus, parce que c'est encore assez flou. Sans parler de la fameuse fonction UWB, ça permet de localiser son téléphone, qui ne serait pas encore activé. Dernier point, messieurs, les prix, pour clôturer ce test et ce grand test et ce comparatif. Regardez, vous avez la gamme iPhone Pro Max qui commence à 1159 €. On n'a pas mis le 11 qui est lui autour des 850. Vous avez la gamme Galaxy Note qui commence à 959. Alors vous le trouvez moins cher, beaucoup moins cher, si vous allez chez la Fnac ou non, pas avec abonnement, chez Amazon, des choses comme ça. Ça c'est le prix public. Et puis le plus ancien, c'est le P30 Pro qui lui a un prix public autour des 900 €, mais on ne le trouve jamais à ce prix-là puisqu'on l'a trouvé à partir de 675 €. Donc il y a un énorme écart avec l'iPhone. Vous avez quasiment 2 P30 pour le prix d'un iPhone. Bon, il y a la nouveauté, il y a 128 Go de mémoire sur le P30, il y en a 256 sur le Galaxy. Et pourquoi il y a marqué 64, mais il n'y a pas 64 Go de mémoire sur le Pro? Il y a une petite erreur, mais c'est pas grave. Bref. Il y a 64 Go sur le 64, c'est le truc d'enfer. 64, 256. Ils ont maintenu le tronc, le fameux dont on a discuté. Donc il manque le 128. Bien, c'est là où le bas blesse. Il y a quand même des écarts importants. Et c'est là où les Chinois, les constructeurs chinois arrivent vraiment à faire la différence, parce qu'ils arrivent vraiment à casser les prix. Alors, il y a beaucoup de débats sur les prix. C'est quoi le juste prix pour un smartphone, Laurent? Est-ce que c'est certainement pas le prix d'Apple, parce qu'il marge considérablement. Je vais donc orienter ma question. Et pour moi, ce n'est pas également le prix des constructeurs chinois, parce qu'on ne sait pas vraiment si ces constructeurs chinois ont des contraintes de rentabilité. Soyons honnêtes. Oui, alors comme tu le sais, j'ai fait une petite analyse sur les prix. Lors du live de l'annonce, on était finalement dans l'attente des prix français.
et on était très agréablement surpris. En tout cas, il y avait une baisse notable, sensible des prix US, et dont avec un téléphone à moins de $1000. Donc on était heureux. Et on disait attention, attendons que les prix français tombent, attendons que les prix français tombent. Et au moment où les prix français sont tombés, il y a un peu cet effet de, je ne veux pas dire de douche froide, mais de surprise. Douche écossaise. Ouais, écossaise. Et du coup, je me suis amusé à aller chercher. Donc j'ai publié un article, c'est en ligne, et l'analyse des prix. En fait, on se rend compte que ce que fait Apple répercute les taxes qui ne lui incombent pas dans le prix des produits. Donc en fait, les modèles américains sont annoncés hors taxe. Sur le sol américain, il y a en moyenne, parce que les villes, les États ajoutent des taxes qu'on appelle la sales tax, donc le calcul est un peu compliqué, puis il y a 10 000 lois qui régissent ça. Donc une fois qu'on enlève ça, si on prend le prix français dont on enlève les taxes, donc en France, il y a 2 taxes majeures, il y a la TVA qui fait 20%, et puis on a la copie privée, donc la rémunération sur la copie privée. C'est important. Alors c'est 12 € pour les téléphones jusqu'à 64 gigas et 14 € au-delà. Sauf que quand on enlève les deux, on a le même prix hors taxe, au taux de conversion près. La mauvaise humeur, on a été le premier à l'avoir. Tiens, Apple, c'est un peu sucré sur le dos des consommateurs européens et français. Non, c'est pas le cas. Non, en fait, Apple vend le prix, le montant hors taxe collecté, donc c'est-à-dire la partie que Apple mettra dans sa poche, est exactement le même que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui est tombée une annonce. Les prix au Japon, il y a une nouvelle taxe qui passe de 8 à 10%. Et en fait, Apple a immédiatement annoncé qu'en fait, il répercuterait les 2%. Donc, ce qui donne raison à l'analyse en disant, tiens, finalement, Apple maintient le montant qu'elle veut collecter. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart de prix sur la partie collectée par Apple. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix des téléphones Apple est un prix correct ou pas correct ? Je dirais... Je pense qu'on peut penser que le prix est élevé. La question que j'aurais envie de déplacer, le débat, de dire est-ce que les prix de certains chinois ne sont pas des prix, est-ce que c'est pas du dumping ? C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on peut juger de la valeur des prix chinois ? Donc si on prend les deux, en prenant les prix chinois, typiquement tu vois les Xiaomi, tout cela, où les prix sont vraiment cassés, ils achètent de la part de marché. Tout à fait, ils achètent de la part de marché. Et les prix Apple qui sont des prix hauts, je pense que le juste prix est entre les deux. Voilà, donc du coup ça donne une marge de... Allez, dernière question de nos tweetos, il s'agit de Souhaï, à savoir le Mini oui sur Twitter. Je pense que c'est la question qui conclut le mieux cette émission. En termes d'écosystème, quel est le meilleur de ces 3 téléphones ? Brièvement Stéphane, Apple. Brièvement Laurent, brièvement Didier. Apple. Laurent. En compromis Apple. OS plus compromis téléphonique plus truc Apple. Didier, j'ai une idée de la réponse ? Non, pour nous, c'est Apple, mais pour la plupart des gens qui font juste un peu de Snapchat et un peu de mail, c'est clair qu'Android, aujourd'hui, ça fait le taf. Voilà. Bien sûr. Un mot à présent au sujet de notre sponsor Lacide, son dernier né, regardez le Rugged SSD. Si vous êtes réalisateur, créateur de vidéos haute définition, vous devez doper votre workflow et voilà ce qu'il vous faut, le Rugged SSD. C'est un disque USB-C SSD de poche dessiné par le célèbre Neil Poulton. Et il embarque un Seagate FireCuda NVMe SSD pour l'édition et le travail au format 4K. Sa performance est jusqu'à 950 mégaoctets par seconde en lecture et écriture. Comme tous les Rugged, il est très résistant. Il est même certifié IP67 pour une résistance accrue à l'eau. Bref, il est vraiment conçu pour une utilisation tout-terrain. Il résiste aussi aux chutes de 3 mètres et à l'écrasement de 2 tonnes. Le tout est couplé à une offre de service de récupération de données rescue valable 5 ans en cas de perte de données. Bref, il est vraiment sécurisé, d'autant plus qu'il a même un système de chiffrement pour crypter vos fichiers et que vous n'ayez pas forcément même l'envoyer par la poste et que personne ne peut l'ouvrir sans vous, tout simplement. Merci à Lacide de nous soutenir. On passe tout de suite à nos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. Oui, alors Olivier, on avait parlé au début de l'été de la WeSings ECG, tu sais, leur petite montre qui fait ECG et qui coûte pas très cher. Alors en fait, elle est sortie un peu plus tard, elle est sortie début septembre. Elle coûte 130 €. Elle te prend ton ECG, donc comme l'Apple Watch qui coûte électrocardiogramme, l'ECG. Voilà, exactement. Donc elle est capable de détecter ta fibrillation auriculaire. Elle fait aussi tracking sportif comme l'Apple Watch. Elle a une autonomie d'1 an. Elle a un design assez sympa, moi je trouve. Elle a même un altimètre intégré. Et franchement, tout ça pour 130 balles, je trouve que c'est assez incroyable. Alors, évidemment, t'as pas toute la finition, c'est un boîtier plastique et tout. Mais on en reparlera peut-être de la nouvelle montre, je pense, dans une prochaine émission. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon compromis, justement, on parlait de prix, tu vois. Et là, ils t'en donnent vraiment pour ton argent, WeSings. Et c'est français, monsieur. Oui, très bien. Merci Didier. De ton côté,
Laurent, quel est ton coup de cœur ? Alors, je vais faire un coup de cœur un peu particulier puisque j'ai adoré la fonction ultra grand angle. Et je l'avais testé avec Rhino Shield il y a quelques mois sur mon XS. Et je me suis dit que finalement, on pouvait faire un rétrofit des téléphones. Les gens qui vont pas s'acheter l'iPhone 11 Pro, qui ont envie de le tester, ils ont un ultra grand angle de très très bonne qualité. Ils en vendent 2 pour être tout à fait transparent. Il y en a un à 25 € et un à 59 € ou 69 €. Ça permet finalement, alors ça se visse sur une coque Rhino, mais du coup le téléphone dispose de ça. C'est une bonne façon de se poser la question de ce que permet l'ultra grand angle. J'ai pris moi des photos cet été de cette façon-là avant de noyer mon téléphone et je le place à chaque fois, tu as vu, et j'ai adoré, j'ai de très très belles photos, donc c'est une façon de se dire j'ai pas le 11 mais j'ai l'ultra grand angle. Merci Laurent. De ton côté Stéphane ? Alors, je vais profiter de montrer, je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais en gros, c'est pour une série sur MyCanal en ce moment, dont les 2 premiers épisodes ont été diffusés sur Canal+ lundi dernier. Ça s'appelle Les Sauvages avec Roche Dizem. C'est exceptionnel. Voilà, tous les cours, j'ai fait cours. Pointu, précis. De mon côté, j'en ai déjà parlé de cette émission, mais ils viennent de faire une mise à jour qui est vraiment remarquable. Si vous aimez faire ou souhaitez lancer ou enregistrer des podcasts audio, il vous faut le Rodecaster Pro. C'est vraiment la solution qu'il vous faut. C'est le fabricant australien Rode qui fait ça. C'est à la fois une table de mixage et un enregistreur. Tout est intégré. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 micros, lancer des appels téléphoniques via votre iPhone en Bluetooth, relier votre Mac en USB-C pour intégrer les jingles, sachant qu'il dispose sur le côté de paddle. C'est assez pratique pour lancer des intros, des génériques, des jingles. Bref, c'est vraiment génial. Les réglages se font très simplement via un écran tactile. Donc, pas besoin de passer sur le Mac, de revenir, d'être un ingénieur du son. C'est vraiment très, très abordable. Le tout s'enregistre sur une simple carte micro SD et, mesdames et messieurs, c'est en multipiste, donc on peut même rattraper les petites erreurs des camarades qui se sont enregistrés sur leur micro. Moi, j'adore le Rodecaster Pro et ça vaut 519 € vraiment si vous voulez vous mettre au podcast. C'est le produit qu'il vous faut et en plus, ça pardonne énormément quand on débute. Voilà, c'est la fin de ce 345e épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci, messieurs, d'être venus jusqu'ici. Merci, On refait le Mac. Merci, Olivier. Merci à toi. Et revenez la semaine prochaine pour nous parler des Apple Watch. Ouais. Oui, allez, on va revenir la semaine prochaine. Didier, tu briques ton Apple Watch pour la semaine prochaine ? Oui, d'ailleurs, je viens de recevoir les versions céramique et titane, donc on pourra en parler justement. Ouais, et puis je pense que tu nous feras des petites vidéos sur connaissance Mac de Forever cause. pour nous les présenter. Exactement, bien Allez. sûr. Quant à nous et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode d'En refait le Mac. On parlera donc du grand test de l'Apple Watch Series 5. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça la fait toujours plaisir. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.